Donc, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, en particulier notre guide spirituel de chacun de nous, et qui ne demande de nous que cet effort d'élévation de pensée, effort d'étude, de nous orienter vers le bien, qui assure cette syntonie avec lui et qui permet donc, par l'intuition, par l'inspiration, par la voie de la conscience, de nous faire comprendre si on est sur le bon chemin ou pas, de nous inspirer pour pouvoir nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie et aussi à accomplir les missions que nous nous sommes proposées avant cette incarnation. En espérant aussi que la leçon d'aujourd'hui, les études, les échanges puissent être bénéfiques pour tous les esprits qui pourraient se trouver parmi nous dans nos domiciles respectifs et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Alors, donc pour le coup, on a décalé d'une leçon, hein, encore une fois, désolé pour la semaine dernière. Donc, on va faire aujourd'hui ce qu'on aurait dû faire la semaine dernière, continuer la loi de liberté et puis parler donc du libre arbitre et de la responsabilité. Hein. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu la liberté de pensée et la liberté de conscience. Donc, c'est là où l'être humain bénéficie du plus grand degré de liberté, hein, liberté de pensée, liberté de conscience, puisque, comme on l'a vu, à partir du moment où on vit en société, nos libertés dans ce monde ne sont pas absolues. Elles s'arrêtent là où elles enfreignent la liberté du prochain. Hein, parce que si personne ne respecte la liberté du prochain, notre liberté ne sera pas respectée non plus et par conséquent, nous ne serons pas libres. Donc, la liberté demande une certaine discipline. Donc, aujourd'hui, on va voir la suite. On a un peu abordé, donc, il y a 15 jours. Le libre arbitre, c'est une caractéristique, c'est vraiment une caractéristique de l'être humain. Hein. Les autres organismes vivants ou les animaux n'ont pas le même degré de liberté, de loin pas, que l'être humain, puisqu'ils sont encore, entre guillemets, gouvernés par l'instinct. On le voit chez tous les animaux, hein. L'instinct de conservation, l'instinct de reproduction. Ces instincts existent encore dans une certaine mesure dans l'être humain, mais à un degré moindre, puisque là encore, au fur et à mesure de son évolution, l'être humain remplace l'instinct par l'intelligence et donc augmente son degré de liberté. Donc ça, c'est aussi une question fondamentale, c'est-à-dire la liberté, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel dans l'absolu, c'est quelque chose qui se conquiert par l'étude, par le travail, par l'évolution. Hein. Voilà. Oui, donc liberté de pensée et liberté de conscience. Alors, libre arbitre et responsabilité. Nous y voilà. Alors, je vais enlever ces choses-là. Vous voyez toujours bien mon écran? OK. Donc, voilà, on va revenir donc sur cette question du libre arbitre et établir ce rapport entre le libre arbitre et la responsabilité. Et donc, c'est toujours dans les questions 840, hein, c'est le livre 3e du livre des esprits, les lois morales. Et donc, c'est la question 843 qui demande « L'homme a-t-il le libre arbitre de ses actes ?» Réponse des esprits « Puisqu'il a la liberté de penser, il a celle d'agir, car sans la liberté, sans le libre arbitre, pardon, l'homme serait une machine. » Alors, là, encore une fois, ça va de soi. Hein, si on n'est pas libre, on est soit gouverné par des instincts, soit une machine. Hein, donc, en gros, on est soit un animal, soit une machine. Hein. Or, comme on bénéficie de cette liberté, c'est ce qui nous différencie de l'animal ou de la machine, du robot, hein, qu'on pourrait dire aujourd'hui. Et quand on regarde
le paradigme matérialiste de la science qui dit que la pensée est générée par le cerveau, hein, donc générée par les réactions biochimiques au niveau des neurones du cerveau, etc. Mais quelque part, ça revient à nous transformer en machine, hein. Donc, ce paradigme matérialiste qui est réducteur, il est quand même assez incroyable, quoi, parce que ça revient à faire de l'être humain un robot, de dire que tout ce qu'on est et tout ce qu'on pense, c'est le résultat de l'hérédité, donc quelque chose de fatal où on ne peut pas revenir en arrière, hein, et le résultat aussi des influences qu'on a subies dans l'éducation, dans l'enfance, plus tard dans la société, etc. Voilà. Donc ça, c'est le paradigme matérialiste qui donc est déterministe, hein, c'est-à-dire l'hérédité, on ne peut pas y faire grand-chose. Une fois qu'on a hérité quelque chose, ben voilà, on l'est et puis on ne peut pas revenir en arrière, etc. Et donc, ce paradigme matérialiste, en fait, revient pratiquement au même, hein, de faire de nous, êtres humains, des robots. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, qu'on est traité dans les sociétés matérialistes, hein. On est traité comme un numéro, on est traité comme un bon consommateur qu'on cherche à influencer par différents moyens, comme les publicités ou autres, pour vraiment de faire de nous une machine, pour faire de nous de bons travailleurs, etc. Ce sont les conséquences de ce paradigme matérialiste qui est encore en vigueur dans la science. Voilà. Donc, ce paradigme tend à nous retirer la liberté et par conséquent, ce qui est le plus grave, il tend aussi à nous retirer la responsabilité. C'est-à-dire que si on fait quelque chose de pas bien, par exemple, ah ben c'est la faute à l'hérédité, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à mes parents, etc. Vous voyez le lien donc entre la liberté et la responsabilité. Est-ce qu'un animal, il est responsable de ce qu'il fait? Bon, pas vraiment, puisque, encore une fois, il n'a pas le même degré de liberté que nous, il suit essentiellement ses instincts. D'accord? Et est-ce qu'une machine, un robot, ou est-ce qu'il est responsable? Non, il fait ce pourquoi il a été programmé. Et donc, s'il a été mal programmé, il va faire des choses mal faites et lui, il n'y pourra rien. Enfin, ce n'est pas le problème de la machine, c'est le problème de celui qui l'a conçu ou de celui qui l'a programmé. On est bien d'accord. Vous voyez donc ce lien entre la liberté et la responsabilité. D'accord? La faculté, alors, ça c'est d'un autre livre de Rodolfo Caligaris, Les lois morales. Donc, c'est un auteur brésilien qui a développé ce chapitre sur les lois morales. Et lui nous dit que le libre arbitre est la faculté que possède l'individu de déterminer sa propre conduite ou son comportement, hein, c'est-à-dire la possibilité qu'il a parmi deux ou plusieurs raisons suffisantes de vouloir ou d'agir, de choisir l'une d'entre elles et de la faire prévaloir sur les autres. Donc, c'est typiquement comme ça que notre liberté s'exprime. On est en général libre de faire ou de ne pas faire quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on peut discuter en disant que dans la société, parfois, on a des contraintes. Oui, c'est vrai, hein, c'est pour ça que notre liberté, elle n'est pas absolue. On n'est pas toujours libre de faire quelque chose ou de ne pas le faire, hein. Mais donc, dans beaucoup de cas, les décisions qu'on prend, on les prend en vertu de cette liberté. Je fais quelque chose ou je ne fais pas. Je vais sortir promener des chiens ou je ne sors pas. C'est nous qui décidons. Je vais choisir de lire tel livre ou tel autre. Je vais choisir de participer à ce cours ou pas. C'est encore une fois la liberté qui s'applique. D'accord? C'est l'exercice de notre libre arbitre. Ensuite, donc, il y a Léon Denis. Alors, Léon Denis, le problème de l'être et de la destinée, c'est vrai qu'il parle énormément de la liberté, il parle énormément de la volonté, notamment dans ce livre, hein, Le problème de l'être et de la destinée, qui est vraiment, je dirais, son livre magistral, quoi, le plus beau, le plus complet, le plus épais, celui qui nous aide justement à comprendre ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, hein, le problème de l'être et de la destinée, comme son titre l'indique. Il insiste beaucoup sur ces questions de liberté parce que c'est vraiment quelque chose qu'il avait fondamentalement compris.
La notion de liberté, c'est aussi quelque chose auquel beaucoup de cultures et de peuples sont attachés, notamment les Français, hein, puisque la conquête de la Révolution de 1789, c'était liberté, égalité, fraternité. Donc, vous voyez, il y a le mot liberté dedans. Les États-Unis, c'est pareil. Hein, quand vous arrivez à New York, une des premières choses que vous voyez, c'est la Statue de la Liberté à l'entrée de Manhattan. Donc, vous voyez, ce sont ces notions, et on voit aussi, par exemple, en Allemagne, le respect les gens qui sont très attachés à la protection des données personnelles, justement dans le sens de conserver aussi cette liberté. Donc, c'est vraiment une notion qui est très, très développée dans la plupart de nos sociétés, même si elle n'est pas toujours bien comprise, y compris avec toutes ces conséquences comme celles que nous voyons aujourd'hui, qui est la responsabilité. Et donc, Léon Denis nous dit la liberté et la responsabilité sont corrélatives chez l'être et augmentent avec son élévation. Donc, la liberté, elle ne va pas toute seule. Plus elle augmente, plus notre responsabilité augmente. Plus on sait ce qu'on fait, hein, plus on est libre de faire ce qu'on veut, mais plus aussi on est responsable de ce qu'on fait. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et augmente avec son élévation, donc avec la compréhension des choses. Voilà. Quand on prend un enfant, par exemple, bon, ben, il n'a pas encore son esprit, c'est un esprit qui peut être très ancien, hein, qui peut être plus évolué que celui des parents, mais dans la période de l'enfance, il y a cette candeur, il y a les organes qui ne sont pas encore tout à fait développés, et donc sa personnalité ne peut pas, on ne voit pas vraiment son esprit dans les premières années de la vie. C'est que au moment de l'adolescence que je dirais, la personnalité ou ce qu'est vraiment l'esprit s'affirme et se révèle petit à petit. Donc, pareil, l'enfant en bas âge, il n'est pas encore vraiment libre. Hein, il est dépendant, il a besoin de ses parents, etc. Et donc, ça illustre que la liberté, c'est quelque chose qui se conquiert, qui se travaille par l'étude, hein, qui se travaille par l'évolution. C'est la responsabilité de l'homme qui fait sa dignité et sa moralité. Voilà. Donc, si on est irresponsable, bon, ben, par définition, hein, quand on prend quelqu'un qui est un fou, par exemple, ben, il ne sait pas ce qu'il fait. Si, par exemple, un fou qui se suicide, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, il ne sera pas responsable, même s'il pourra quand même subir la loi de cause à effet, hein, puisque quand il se suicide, évidemment, il se désincarnera. Mais sa responsabilité par rapport à son acte, elle sera extrêmement réduite parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. À l'inverse, quand on est responsable et quand on sait ce qu'il fait et quand on utilise cette liberté pour faire le bien, c'est là où on développe justement ces qualités soulignées par Léon Denis qui sont la dignité et la moralité. D'accord ? Une personne de bien, hein, c'est une personne qui fait le bien, un abbé Pierre ou je sais pas, un Gandhi ou ce genre, une sœur Emmanuelle ou autre. Ce sont des personnes qui ont une dignité et une moralité très élevées. Pourquoi ? Parce qu'on la voit en action chez eux. Hein, et ils utilisent justement leur liberté dans ce sens. Si encore une fois leur pensée était le produit des réactions biochimiques du cerveau, ils n'auraient pas la même dignité, la même moralité, puisque c'est tout simplement, ben voilà, la machine a été bien programmée, l'hérédité s'est bien passée, etc. Tiens, je vois le soleil qui se lève. Ça fait depuis que je suis rentré d'Espagne que je ne l'avais pas vu. Bienvenue. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait leur dignité, leur moralité. Voilà. Sans elle, ils ne seraient qu'une machine aveugle, un jouet des forces ambiantes. Voilà. Voilà. Ça, c'est la conséquence de ce paradigme matérialiste déterministe. La notion de moralité est inséparable de celle de liberté, que nous dit Léon Denis. Hein. La responsabilité est établie par le témoignage de la conscience qui nous approuve ou nous blâme suivant la nature de nos actes. Alors ça, c'est aussi une notion fondamentale, cette fameuse voix de la conscience. Ça vous est certainement à tous arrivé d'avoir bonne conscience quand vous avez, après avoir fait quelque chose de bien, quand vous avez aidé une personne en difficulté ou quand vous avez terminé d'écrire un beau livre, ou, etc. Donc, vous avez quelque part la voix de la conscience, bonne conscience d'avoir fait un travail utile pour le prochain, etc.
Et ça vous est certainement aussi arrivé d'avoir mauvaise conscience quand vous avez fait quelque chose de mal, ben, vous le sentez, ah, j'aurais pas dû faire ça, etc. Donc ça, typiquement, c'est cette voie de la conscience. Et cette voie de la conscience, c'est là où, quand on dit que tout le monde est un peu médium, c'est dans ce sens qu'il faut l'entendre, c'est-à-dire que la voie de la conscience, euh, tout le monde, en fait, entend cette conscience se manifester sous forme de bonne conscience ou de mauvaise conscience. Et les esprits vont même jusqu'à écrire que la loi naturelle ou la loi divine est écrite dans la conscience. Voilà. Donc, ils vont loin. Par contre, ce qui arrive aussi, c'est, on parle de personnes, il y a le mot inconscient, par exemple. Eh ben, on peut ne pas écouter cette conscience ou rester indifférent par rapport à cette conscience. Là, encore une fois, c'est l'utilisation de notre liberté qui peut nous amener à faire taire cette voix de la conscience, à ne pas l'écouter. Des mauvaises consciences, mais je m'en fiche. C'est surtout ça que dans ce sens-là que ça se produit d'ailleurs. Et donc là, en fait, on se prive d'un outil qui est extrêmement précieux et qui nous prévient justement quand on est sur la bonne route ou pas sur la bonne route. Eh ben, notre liberté, en fait, elle va jusque-là, c'est-à-dire de pouvoir écouter ou pas cette voix de la conscience. On a encore une fois un guide spirituel, comme on le dit dans la prière de début, un guide, un esprit qui est là pour nous aider, pour nous assister, pour nous faire mettre le casque avant de tomber avec une patinette, par exemple. Vous voyez que le plâtre, en fait, il est parti. Je le mets juste. J'ai commencé la rééducation, donc c'est voilà, tout se répare avec le temps. Et donc voilà, cette voie de la conscience, en fait, elle trompe rarement. Alors, pourquoi je dis rarement? Parce que là aussi, il faut se méfier. En général, on a bonne conscience ou mauvaise conscience. C'est quelque chose qui de naturel. C'est par là que notre guide s'exprime. Mais si, là encore une fois, grâce à notre libre arbitre, on entretient des pensées d'affinité avec des esprits perturbateurs, autant on peut nous-mêmes ne pas écouter cette conscience, autant le fait d'être, entre guillemets, perturbé par un esprit, voire obsédé, ou encore plus fasciné par un esprit perturbateur, là aussi, la voie de la conscience, elle prendra, si vous voulez, un second plan. Elle peut être, d'une certaine manière, occultée. Et donc, c'est là aussi, on voit aussi toute la force et la puissance de cette liberté, de cette loi de liberté, parce que si on se complaît par notre libre arbitre avec un esprit perturbateur, on entre dans une voie qui peut aller jusqu'à ce que je viens de vous dire. Donc, c'est là encore le résultat des choix que l'on fait librement. Voilà. Voilà, la responsabilité est établie par le témoignage de la conscience et qui nous approuve ou nous blâme suivant la nature de nos actes. Alors, ça ne veut pas dire qu'une personne obsédée ou fascinée n'est pas responsable de ce qu'elle fait. C'est pas ça que ça veut dire. C'est que, quoique la personne, quand l'obsession arrive au stade de la subjugation, donc, effectivement, la personne, elle est entrée dans cet état parce que, quelque part, elle s'est laissée faire ou elle a même fait des choses qui ont mené à cet état-là. Par contre, dans la subjugation, c'est vrai que là aussi, la personne, elle commence à perdre le contrôle de soi et elle a besoin d'une aide extérieure pour sortir de cet état-là. Alors que dans l'obsession, elle peut encore s'en sortir toute seule. Dans la fascination, c'est déjà beaucoup plus compliqué. La fascination, je vous rappelle que l'esprit vous fait croire n'importe quoi, les choses les plus fausses, les choses les plus absurdes. Et si là encore, vous entrez dans ce jeu, votre discernement, il va effectivement en diminuant. Et les personnes fascinées, en fait, c'est très, très difficile. Une personne qui est absolument convaincue qu'une chose absurde est vraie, on le voit d'ailleurs beaucoup aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde,
vous avez beaucoup, beaucoup de mal à ramener cette personne à la raison. Hein. Elle va croire en un raisonnement qui lui a été induit magnétiquement par l'esprit, dont elle aura beaucoup de mal à se libérer. Voilà. Donc, si la liberté humaine est restreinte, hein, encore une fois, en loi de société, notre liberté s'arrête là où elle empiète sur celle de l'autre, elle est du moins en voie de perpétuel développement, car le progrès n'est pas autre chose que l'extension du libre arbitre dans l'individu et dans la collectivité. Donc là, vous voyez, Léon Denis situe la liberté au point de vue individuel et le situe aussi d'un point de vue collectif. Aujourd'hui, encore une fois, je prends un exemple extrême, on ne peut pas nier que dans les sociétés occidentales ou européennes, on bénéficie de plus de liberté que, par exemple, en Afghanistan ou dans d'autres pays. Voyez. Donc là, oui, je vois Christophe qui balance la tête, mais c'est un exemple. Hein. Donc, encore vous voyez, c'est donc une conquête qui se développe dans l'individu et dans la collectivité. La liberté, c'est quelque chose qui se conquiert. Hein. Le 1789, toutes les révolutions du 19e siècle, ben, c'était justement une lutte des intellectuels de l'époque, qui étaient républicains ou qui poussaient vers la liberté, et du peuple pour justement gagner cette liberté dont nous bénéficions aujourd'hui. Encore une fois, liberté relative, pas absolue. Et ce travail-là, ben, vous voyez, entre la Révolution française, où on est passé d'un système monarchique et d'une espèce de dictature donc monarchique associée à la religion, jusqu'au moment où on a eu une république à peu près stable, il s'est passé un siècle en gros. Et il y a eu 6 ou 7 changements d'alternance, les empereurs, Napoléon Ier, Napoléon III, il y a eu la Restauration avec les frères de Louis XVI qui étaient revenus, et tout ça entrecoupé par des révolutions et des républiques qui étaient assez éphémères, etc. Donc ça nous a mis un siècle pour gagner cette liberté. J'espère que pour d'autres pays comme l'Afghanistan, ça ne mettra pas autant de temps. Mais bon, je peux vous dire, par exemple, pour avoir vécu au Brésil, donc quand je suis arrivé là-bas, c'était encore la dictature militaire. Et donc, elle sait plus ou moins, il n'y a pas eu de lutte, il n'y a pas eu de bagarre comme chez nous. Les militaires sont partis, ont redonné quelque part le pouvoir aux civils. Mais le temps que les personnes s'habituent à élire des candidats, entre guillemets, sérieux, à ne pas succomber dans le populisme ou dans l'extrémisme, ben vous voyez, ça c'était dans les années 1982, 83, 82, donc ça fait déjà 40 ans. Eh ben, le pays souffre quand même encore de difficultés politiques, de corruption, etc. Donc, vous voyez, c'est la liberté, encore une fois, même d'un point de vue collectif, c'est quelque chose qui se travaille et qui se conquiert. Il faut vraiment, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain, ça vient uniquement avec l'évolution. Je veux pas, alors ça, ne confondez pas, ça ne veut pas dire que les Afghans ne sont pas évolués. Il y a certainement, moi j'ai un ami afghan d'ailleurs avec lequel j'ai travaillé pendant que j'étais au boulot. Je suis toujours encore ami avec lui. C'est un personnage qui est extraordinaire et qui fait beaucoup de choses, anime des associations pour aider justement. Il va là-bas, même avec toutes les difficultés, tous les risques, pour aider les gens. Et il aide aussi en tant qu'interprète les immigrants afghans qui sont arrivés dans notre pays. Donc c'est quelqu'un qui fait vraiment un travail extraordinaire, j'appelle un esprit quand même évolué. Donc voilà. Et par ailleurs, dans nos pays où on a déjà conquis une certaine liberté, eh ben, on voit aussi des esprits qui ne sont pas encore aussi évolués que ça et qui ont très facilement tendance à abuser de cette liberté et qui mettent d'ailleurs les libertés conquises un petit peu en péril. Là encore, je cite des exemples pour vous montrer que notre liberté n'est pas toujours totale et pourquoi elle ne l'est pas. Eh ben, quand vous allez là, en Espagne, j'ai eu l'occasion de le voir, il y a quand même plein de radars sur les routes, un peu partout. Pourquoi est-ce qu'il y a des radars sur les routes?
Ben, c'est justement parce que si on n'en met pas, ben, il y en a qui vont rouler à 180, à 200, consommer du carburant en veux-tu, en voilà, et mettre leur vie et la vie des autres en danger. Donc, il faut qu'il y ait ces radars, il y a les règles, le code de la route, justement pour, entre guillemets, assurer un minimum de liberté pour chacun, parce que si on ne faisait pas ça, il y aurait des gens qui mettraient la démocratie, qui mettraient notre système en péril. Donc, il faut encore des lois humaines, même dans des pays comme les nôtres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution, à partir du moment où les gens respectent, eh ben, toutes ces lois n'auront plus lieu d'être et elles pourront disparaître. Le monde de régénération, typiquement, on n'aura plus les lois, on n'aura plus besoin d'autant de lois que ce qu'on a aujourd'hui, tout comme aujourd'hui, on a quand même beaucoup moins de lois et des lois nettement moins sévères que ce qu'on a pu voir, par exemple, chez le peuple hébreu qui était gouverné par Moïse. Et là, vous voyez encore une fois comment cette liberté augmente. C'est plus on est évolué, plus ce respect de la liberté du prochain existe et se développe, plus en fait on sera libre. Voilà. Le libre arbitre est donc un épanouissement de la personnalité et de la conscience. Alors, on arrive dans les belles phrases et les beaux mots de Léon Denis. Vous voyez comment il présente ça. Oups, pardon. Le libre arbitre est un épanouissement de la personnalité et de la conscience par l'évolution, par cette conquête, par notre avancement vers le bien, et vers le savoir. C'est là qu'on développe cette liberté. Pour être libre, il faut vouloir l'être et faire effort pour le devenir. Ça résume exactement ce que je viens de vous expliquer. En s'affranchissant des servitudes de l'ignorance et des basses passions, en s'affranchissant des servitudes de l'ignorance et des basses passions, l'ignorance et les basses passions, Léon Denis assimile ça à des servitudes, des choses qui quelque part nous enchaînent, nous suppriment cette liberté. En substituant l'empire de la raison à celui des sensations et des instincts. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut la sensation et les sensations et les instincts, ben, c'est ce qu'on a chez les animaux, c'est ce qu'on a aussi chez des êtres humains encore peu évolués, qui sont gouvernés par la sensation et les instincts, par le plaisir, etc. Et donc qui, avec l'évolution, sont substitués petit à petit par la raison. Le fait de savoir qu'est-ce qui est dans notre intérêt et qui n'est pas dans notre intérêt, non seulement d'un point de vue matériel, mais surtout d'un point de vue de ces lois morales. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Très beau ce livre de Léon Denis. Franchement, si vous ne les avez pas lus, le problème de l'être et de la destinée, je vous le conseille, il est vraiment magnifique. Donc, vous pouvez le télécharger sur le site de l'Encyclopédie Spirit, spiritisme.net en PDF gratos, ou si vous voulez l'acheter, ça doit coûter 10 €, me semble-t-il. C'est quand même un livre de 450 pages. Vous pouvez aussi vous adresser à Jean-Pierre Pipineau, ou alors vous allez directement sur le site assokardec.fr où vous pourrez donc les acheter en ligne. C'est vraiment un livre magnifique parce qu'il parle, c'est dans cette volonté qui est un attribut fondamental de notre esprit et qui n'est pas quelque chose, une réaction biochimique dans le cerveau, cette volonté qui nous caractérise, le libre arbitre, on utilise cette volonté vers le bien, ça, ce sont les moteurs de notre évolution. C'est quand une fois qu'on a compris ça, on a compris où est notre véritable intérêt, c'est comme ça qu'on peut avancer. Je ne sais pas si tes questions étaient liées à ce sujet, Christophe, ou sinon, bon, tu peux les poser maintenant ou alors à la fin. Non, c'est par rapport à un élève que j'ai au lycée et j'utilise beaucoup ce qu'on a appris ces derniers temps. D'accord. Oh, bah, Et, c'est super. et donc oui, mais bon, avec lui, ça marche pas. Mais je lui explique qu'il a son libre arbitre, il a le droit de ne pas respecter les règles. Mais malheureusement, si on ne respecte pas les règles, il y a forcément des sanctions. Ouais, De ne pas. ouais. Mais les règles, en fait, c'est lié, comme je vous l'ai dit, il y a des codes de la route, il y a des règles un peu partout,
qui sont parfois nécessaires pour réfréner un peu les personnes qui auraient tendance à abuser de leur liberté. Et moins il y aura ce genre de personnes, moins on aura besoin de règles. Hein. Dans un monde d'esprit évolué, il n'y a plus de règles. Parce que les règles, en fait, c'est les lois de la nature. Et comme tout le monde les a compris et que tout le monde les respecte de façon libre et volontaire, ben voilà, il n'y a pas besoin de rajouter une couche de règles humaines supplémentaires comme on a besoin chez nous. Moi, je voudrais vous dire bonjour à tous déjà. Oui, bonjour Vincent. J'ai une question par rapport à ça. J'ai du mal à comprendre. Individuellement, je pense que les gens sont intéressants, mais collectivement, ils sont souvent dans la difficulté dans la relation aux autres. Oui. Et qu'est-ce qui fait le lien entre l'intérieur, c'est-à-dire chacun, chaque être, chaque façon de se comporter et la façon de se comporter collectivement? Alors, il y a cette question de liberté et de règles qui sont nécessaires pour la vie en société. Hein, donc ça, c'est un aspect. Ensuite, le deuxième aspect, en fait, c'est une des autres lois morales qu'on trouve dans le livre troisième du livre des esprits, c'est la loi de société, justement. Parce que l'homme, c'est un être, entre guillemets, grégaire. Bon, il y a des ermites dans le désert. Hein. Comme on a vu, l'ermite dans le désert, c'est le seul qui bénéficie d'une liberté absolue. Hein. Il se lève quand il veut, il se couche quand il veut, il lance du sable en l'air, il est tout seul, donc il peut vraiment faire ce qu'il veut. Par contre, à partir du moment, la société, on en a besoin parce que on a besoin d'un professeur, on a besoin d'un médecin, on a besoin de parents pour nous aider, on a besoin d'éduquer des enfants, d'aider notre prochain. C'est en vivant en société justement que se développe, qu'on arrive le mieux à évoluer. Hein. Et donc, là aussi, c'est quelque chose qui est donc important à comprendre, cette nécessité de vie en société. Et alors, effectivement, la loi de liberté et la loi de société sont bien sûr liées, hein, comme d'ailleurs toutes les autres lois morales, comme toutes les autres lois morales. Voilà. Après, bon, vous avez des gens qui sont plus ou moins timides. Il y a des traits de l'individualité qui vont faire que des individus seront plus ou moins à l'aise en société. Il y a des personnes qui n'arriveront pas à contrôler leurs émotions aussi facilement que d'autres. Hein. C'est le fameux quotient émotionnel, là, hein, qui fait partie. Tout ça, ce sont des éléments, le quotient émotionnel avec le quotient intellectuel, qui sont des instruments de mesure, imparfaits évidemment, mais qui permettent de mesurer le degré d'évolution d'une personne et donc, par voie de conséquence, son degré de liberté. Et dans la vie en société, ben ces instruments de mesure, en fait, sont effectivement utiles, hein, de plus en plus utilisés d'ailleurs dans les ressources humaines des entreprises quand ils embauchent des personnes. Hein, ils ne cherchent pas uniquement à avoir le diplôme et l'intelligence, ils cherchent aussi à savoir si la personne sera capable de travailler en équipe, en groupe, de négocier, de trouver des solutions de compromis, si cette personne a justement cette faculté de respecter la liberté des autres, d'appliquer les procédures, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. N'hésitez pas à la compléter. Si, partiellement, mais c'est tellement vaste que bon. Voilà. En fait, je vous conseille de vous télécharger parce que attendez voir, on va remettre affichage, volet de navigation. Vous voyez, libre arbitre, loi du progrès, loi de société, loi du travail. Vous voyez, donc c'est en fait quelques cours un peu plus loin, quoi. Voilà. Donc la nécessité de la loi de société. Donc voilà. Pour progresser, on a besoin d'un professeur. Progresser tout seul, ce n'est pas possible. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Nul homme n'a de faculté complète. Vous voyez, ça fait partie. La vie en société est nécessaire pour le progrès. Et là, il y a un deuxième cours qui parle de la cellule élémentaire de la société, qui est la famille. Hein. C'est la vie en famille qui nous apprend petit à petit à vivre en société. Voilà. Vous voyez.
Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais ce fascicule, si vous le voulez, hein, vous pouvez aussi le télécharger soit sur l'encyclopédie Spirit, spiritisme.net, soit il est aussi dans les téléchargements de la Fédération Spirit française. Et donc là, c'est spiritisme.org. Hein, et donc, vous pourrez le télécharger. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un post et puis je vous l'enverrai. Voilà. Alors, Christophe? Peut-être pour aider Vincent, mais il y a justement, dans le groupe où je suis au lycée avec les internes, si tu prends ce fameux élève dont je parle tout seul à part, il n'aura pas le même comportement que quand il est avec ses copains. C'est-à-dire qu'il est infect quand il est en groupe et très gentil quand il est tout seul. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas tous les esprits qui entourent tous ces gamins en même temps qui fait une tempête à tous réunis? Il y a aussi un problème d'ego, peut-être. On veut alors, c'est sur l'âge est différent, c'est des adolescents. Il y a la manque de reconnaissance. On a envie, comme dit l'expression, de briller en société. Donc, on va se montrer plus qu'à l'accoutumée parce qu'on veut être quelqu'un aux yeux des autres, peut-être. Enfin, il y a tout Voilà. un tas de facteurs aussi, effectivement, qui viennent jouer. C'est un facteur effectivement probablement psychologique. Hein. La psychologie étudie Ouais. justement ce genre de questions, quoi, et pourra éventuellement pouvoir même l'aider, quoi. Hein. Voilà. Et après, ben, c'est vrai que on a aussi, il y a des questions d'ego, donc tu fais bien de souligner ça. L'égoïsme, par exemple, bon, c'est aussi quelque chose qui nous enchaîne. Hein. Les défauts comme l'égoïsme, l'orgueil, ça nous enchaîne parce qu'il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on passe d'abord, il faut que machin, il faut que truc. Quelque part, l'égoïste, il pense, lui, il veut passer d'abord, mais quand on y réfléchit, quand on prend du recul, on se rend compte que, en fait, ça lui restreint ses libertés, puisqu'il est constamment conditionné par ses sentiments qui sont pas en phase avec les lois naturelles. Et donc, c'est là où, effectivement, la psychologie peut aider, parce que c'est compliqué. Hein, moi, ce n'est pas tellement mon domaine, c'est compliqué. Mais voilà, à la limite, idéalement, un psychologue qui spirit, hein, mais bon, c'est rare. Donc, peut mieux comprendre ce genre de choses et donc aider à faire. Voilà. Après, là aussi, ils n'arriveront pas à résoudre tous les problèmes. Hein. L'égoïsme, ce n'est pas quelque chose qui s'élimine comme ça du jour au lendemain, même avec l'aide d'un psychologue, d'un thérapeute ou quoi que ce soit. Hein. C'est quelque chose qui peut mettre plusieurs vies à se dissiper. Mais tous ces défauts, hein, c'est pour ça que Léon Denis dit c'est par l'évolution qu'on conquiert la liberté. Donc, si on n'est pas évolué et qu'on a encore beaucoup de défauts comme ceux qu'on vient de citer, ben forcément, ces défauts-là vont limiter notre liberté. Si tu es constamment préoccupé par ce que pensent les autres de toi, etc., tu es constamment accaparé par ce besoin de soigner ton apparence. Par contre, si tu t'en fiches complètement, bah, tu seras libre, tu seras à l'aise dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle tenue. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça montre donc, encore une fois, ce lien entre que la liberté se conquiert avec l'avancement, avec l'évolution. Voilà. Enfin, la liberté, c'est bon. Il y a la Covid aujourd'hui, donc on touche vraiment à la Covid. Hein, donc c'est comment dire, une pandémie qui entre guillemets naturelle ou peut-être un peu aidée par des fuites. On ne sait pas encore trop d'où c'est venu, mais bon, après il y a la grippe espagnole, il y en a d'autres. Voilà, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Ben, touche tout à fait à cette question de liberté. Ah, bon, c'est très contagieux, donc on peut l'attraper, tomber gravement malade, se retrouver à l'hôpital, et on peut aussi, c'est contagieux, donc on peut aussi contaminer d'autres personnes. Donc, ben, il y a eu toutes ces mesures qui ont été prises, les confinements, etc. Et le confinement, typiquement, c'est quelque chose qui restreint notre liberté de déplacement et aussi
le besoin qu'on a de relations sociales, même avec les parents. Hein. On ne pouvait plus aller dans les EHPAD, visiter les parents, etc. Donc, c'est vraiment une situation dans laquelle réfléchir à ce genre de questions est vraiment fondamental. Hein. Après, bon, on commence à trouver des remèdes. Il y a les masques. Alors, il y en a qui refusent de porter le masque, d'autres qui le portent. Il y a les vaccins. Il y en a qui refusent de prendre les vaccins, d'autres qui les acceptent. Donc là, encore une fois, c'est la question de la liberté. Hein. Chacun est libre d'utiliser le vaccin ou pas. J'ai vu encore ce matin le cas de l'Autriche, hein, où ils veulent rendre le vaccin obligatoire, mais ils n'appliqueront jamais un vaccin de force, mais tout en dissuadant, en mettant une amende de, je ne sais plus, 3 600 € ou quelque chose comme ça. Bon, vous voyez, ça va très, très loin, ce genre de choses. Ça va très, très loin. Maintenant, cela dit, si on transpose ce problème à un autre problème, celui qui roule à 200 là où c'est limité à 130, ben, il a aussi une amende, peut-être même encore plus que ça. On lui prend son permis, on lui retire aussi les libertés. Pourquoi? Parce qu'il en a abusé. Hein, vous voyez? Alors, dans ce cas-là, bon, encore une fois, c'est discutable. Hein, le gars qui est tout seul à 200 sur l'autoroute, le risque qu'il se fasse mal ou qu'il fasse mal à quelqu'un, il est quand même relativement faible. Mais on voit très vite que souvent, ben, ce n'est pas ça. C'est parce que vraiment, ça met les autres personnes à risque, voire même s'il est à 200 sur l'autoroute, ben, il va consommer 15 litres au 100, alors que s'il était à 130, il consommerait 6 litres au 100. Donc, il va faire du carbone, il va accélérer le réchauffement climatique, etc. On peut pousser les raisonnements, en fait, très, très loin. Hein. Et encore une fois, l'idéal, c'est que les personnes soient conscientes de tout ce que le fait d'appliquer leur liberté peut entraîner, et donc s'assure que nulle part ça n'empiète celle de l'autre. Donc, qu'une personne ne porte pas le masque, très bien, mais dans ce cas-là, il ne peut pas se rapprocher. S'il prend le risque par l'abus de cette liberté de ne pas porter le masque et qui finit par se contaminer et contaminer d'autres personnes, là, il va trop loin. Parce que le fait de contaminer quelqu'un, c'est restreindre la liberté de cette personne qui va être malade, se retrouver éventuellement en soins intensifs, voire même mourir. Donc, cette question, c'est ce qu'on voit en ce moment, ça nous aide beaucoup à prendre des décisions vis-à-vis de ça. Et pareil pour le vaccin. Bon, le vaccin, c'est vrai qu'il y a des doutes, c'est quelque chose qui est venu vite, donc on comprend très bien hein, les attitudes des personnes qui ne veulent pas se vacciner. Donc là, encore une fois, c'est une liberté qu'il faut respecter. Maintenant, d'un autre côté, pour ce qui me concerne moi, ben, le vaccin, je l'ai pris. J'ai dit, bon, ben voilà, c'est une analyse froide du risque-bénéfice. Il y a déjà, je crois, 6 ou 7 milliards de doses qui ont été injectées. Donc aujourd'hui, on sait très bien que un cas sur 1 million pose problème, alors que la COVID, ce n'est pas un cas sur 1 million, hein, c'est un cas sur, à mon âge en tout cas, sur 100. Hein. Donc, vous voyez, un facteur là de 10 000 hein, entre les deux. Donc, quand moi, en faisant cette analyse, j'ai dit, ben, pour, entre guillemets, me protéger, pour pas que je tombe malade gravement et que je cause des frais à la sécurité sociale et que je donne du travail aux médecins qui en ont déjà beaucoup par ailleurs, je préfère prendre le vaccin qui aussi réduit, entre guillemets, la contagion et la transmissibilité. Donc, ça me protège moi et ça protège mon prochain. C'est sur cette décision-là que j'ai pris le risque de dire, bon, bah, si je suis un cas sur 1 million, ben voilà. Mais sinon, ça ira dans le bon sens. Vous voyez? Donc, en tout respect de ceux qui ne veulent pas se vacciner. Et j'ai des amis qui ne veulent pas se vacciner, je ne vais pas citer de nom, mais qui, eux, par contre, redoublent de protection. C'est-à-dire, ils se protègent, ils mettent les masques, ils ont constamment leur alcool, leur machin, leur truc. Ils ont un moniteur de CO2 dans leur maison. Dès que le CO2 monte un peu, hop, ils ventilent. Vous voyez, ils prennent vraiment et ils se font tester régulièrement. Ils prennent toutes les précautions donc, pour justement respecter, encore une fois, se responsabiliser par rapport à leurs décisions et respecter la liberté des autres. Vous voyez, on touche vraiment ces questions-là qui nous aident à prendre les décisions dans notre vie. D'accord ? C'est une question, vous voyez, qui est très polémique hein, en général. Hein, ça part très vite en vrille. Nous, ici, avec ces éléments-là, on peut y réfléchir et les traiter de façon sereine.
encore une fois, avec le plein respect de la liberté des autres. C'est aussi applicable, par exemple, pour la liberté de croyance. C'est pour ça que le spiritisme ne fait pas de prosélytisme. Il ne va pas chercher à convaincre, à essayer comment dire, de faire des émules de force. Le spiritisme enseigne, il n'impose rien. Les enseignements sont là, chacun les prend ou pas, encore une fois, toujours selon cette liberté. Et aller à l'essentiel, donc comprendre que l'essentiel, c'est l'évolution, c'est la charité, c'est or la charité, point de salut. Donc l'athée, le matérialiste charitable, il vaudra mieux qu'un spirit qui n'est pas charitable. L'essentiel, ce n'est pas la croyance ou la religion. L'essentiel, c'est ce qu'on fait avec. Voilà. Et quand on voit des religieux intolérants, on peut dire, bon, c'est des frères qui n'ont pas encore compris certaines choses. Et ça arrive souvent. Je l'ai encore vu hier, une personne qui habite dans une île des Caraïbes qui est très, très, très catholique et elle a beaucoup de mal. Elle est prise vraiment pour une sorcière, pour un démon, etc. C'est très, très difficile pour elle. Et voilà, donc chez les spirites, ce genre de choses ne doit pas exister. Ou alors, les gens n'ont pas compris encore les fondements du spiritisme qui, justement, nous demandent ce respect absolu de la liberté du prochain. Alors, bon, il est déjà 8h55. Vous pourrez lire, on va regarder un petit peu le développement pour voir s'il y a des éléments complémentaires qu'on peut peut-être rajouter. Voilà, donc ça, on l'a déjà vu. Voilà. Le libre arbitre est la condition de base pour que la personne puisse programmer sa vie et construire son futur, tout en comprenant que les droits, les limitations et les capacités individuelles doivent être respectés suivant les règles de vie en société. Voilà. La personne perçoit instinctivement les limites de sa liberté car, comme il ou elle plutôt est créé intrinsèquement libre par Dieu pour être heureux, l'homme apporte dans sa propre conscience la compréhension de ses limites. C'est cette voie de la conscience qui nous fait, quand on a mauvaise conscience, c'est parce qu'on a quelque part dépassé une limite. Quand on a mal au ventre, c'est parce qu'on a dépassé les limites au niveau du repas, par exemple. C'est comme ça qu'on comprend, on est libre de manger autant qu'on veut, mais quand on dépasse les limites, il y a un moyen naturel qui va nous le faire comprendre. Voilà. Plus l'individu est libre, plus il est responsable. Jésus, quand il a été mis sur la croix, il a dit « Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et effectivement, le peuple à cette époque-là était très facilement fanatisé et donc avait préféré la mort de Jésus à celle de Barabbas, d'un criminel, quoi. Voilà. Maintenant, si on peut paraphraser cette parole de Jésus, on peut se dire, oui, mais et la personne qui sait ce qu'il fait et qui le fait quand même, voilà, on sera pardonné quand même, entre guillemets, mais on sera beaucoup plus responsable et les conséquences seront beaucoup plus importantes parce qu'on a fait quelque chose en connaissance de cause. Le suicide froid et prémédité est beaucoup plus difficile pour l'esprit après que le suicide sur un coup de folie ou vous voyez, quand on a perdu ses moyens à un moment donné. Même si dans les deux cas, les conséquences sont fortes, le suicide ou même le crime froid et prémédité, celui qui le commet sera beaucoup plus responsable. Et d'ailleurs, la justice tient énormément compte de ça. De la responsabilité, est-ce que la personne savait ce qu'elle faisait, est-ce que c'était un coup de folie, etc. Ce sont des éléments qui sont pris en compte aujourd'hui par notre justice. Voilà. Et c'est le fait de comprendre justement cette association entre la liberté et la responsabilité, ça nous aide, parce que
Aujourd'hui, bon, on dit, voilà, on est dans une société libre, etc. Bon, on a quand même pas mal de personnes qui sont plus ou moins évoluées dans notre pays, par exemple, hein. Et beaucoup de personnes réclament, manifestent pour leurs droits, hein, mais souvent oublient leurs devoirs, hein. L'un ne va pas sans l'autre. La liberté ne va pas sans responsabilité et les droits ne vont pas sans les devoirs, hein. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont encore un peu de mal à comprendre, hein. Et ça se rejoint un peu cette question d'autonomie, hein, dont je vous parle quelquefois. C'est ce que les esprits qui ont déjà un certain... L'autonomie, en fait, elle va en croissant avec, là aussi, notre évolution, hein. Les enfants ne sont pas autonomes. Ils sont autonomes quand ils sont dans un parc où ils sont, entre guillemets, confinés et où on sait que c'est sécurisé, etc. Mais quand ils sont dans la rue, les parents les prennent par la main justement pour les encadrer, hein, parce qu'ils ne sont pas encore autonomes. Et nous sommes de grands enfants. Il y a beaucoup de choses où on pense être autonome. En fait, on ne l'est pas encore. On a tendance à se... Ça, c'est un peu la conséquence, hein, de ce gain au niveau de ces acquis, hein, de liberté. C'est justement le fait qu'on peut en abuser quand on n'est pas encore assez mûr pour être libre, hein, comme l'écrit Léon Denis. L'être humain responsable sait doser ses propres limites, comprenant que sa liberté s'arrête là où commence celle de son prochain. Voilà, ça c'est vraiment la phrase fondamentale. Voilà. Et Dieu nous a donné le libre arbitre, la liberté et le libre arbitre comme des instruments de bonheur. La liberté nous est donnée pour nous donner une vision plus lucide de nous-mêmes et des autres, afin de discerner le rôle que nous devons exercer dans la société, nos limites et possibilités et celles de nos semblables. Donc là, c'est là encore une notion fondamentale. Voilà. Bon, vous lirez le reste, hein, c'est un petit peu long. Les références bibliographiques sont là, donc c'est le livre des esprits, livre 3e, les questions 800, hein, c'est celle qui parle de cette loi de liberté. Et il y a aussi donc ce livre de... Léon Denis parle de la liberté un peu dans tous ses livres, mais là où vous avez vraiment des chapitres consacrés à cette question-là, c'est dans le problème de l'être et de la destinée. Et aussi, je crois qu'il y a des chapitres sur la liberté dans son livre Après la mort. Donc, si vous voulez approfondir ces questions, je vous conseille ces références. Est-ce que vous avez encore des questions ou des doutes à poser sur cette loi de liberté? C'est clair. Voilà, ben écoutez, sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, la semaine prochaine, ce sera le dernier cours, hein, puisqu'on va après tomber dans les vacances de fin d'année. On traitera la question du libre arbitre et de la fatalité. Donc, ça, c'est un autre aspect encore de cette liberté. Il y a ce qu'on appelle la fatalité, en fait, ça va fondamentalement contre la liberté, hein, vous êtes bien d'accord. Est-ce qu'on est libre, par exemple, sur la question de comment et quand on va mourir? Donc, c'est une très bonne question. Et c'est là où ça fait intervenir un certain nombre de décisions qu'on a prises de façon libre avant de nous réincarner. Hein, on a choisi le type de vie, on a choisi le type d'existence, on a choisi nos parents, on a choisi le lieu donc où on va vivre, on a choisi aussi les lignes directrices générales de notre vie. Hein, mais on en parlera la prochaine fois. Donc à partir de là, on a souvent choisi ces choses-là librement. Et puis c'est vrai qu'une fois que le choix il est fait, une fois qu'on est engagé sur cette route, dans notre vie, notre vie suivra le cours qu'on aura décidé avant de nous réincarner.
et sera bien sûr aussi influencé par notre comportement de cette vie. Voilà. On prend souvent des décisions d'un type de vie pour corriger d'un défaut, mais si on arrive à se corriger de ce défaut plus vite que prévu, eh ben, la vie pourra tout à fait changer. Donc voilà, la fatalité, elle est quand même assez relative. Voilà. Donc, ben, une dernière question peut-être. Ça a l'air clair pour tout le monde. Hein, Oui, Charles, je voulais juste poser une question. Ça n'a rien à voir avec le cours d'aujourd'hui. Tu avais parlé que début d'année, il y aurait un nouveau cours qui oui. serait mis en place. Ça commence quand exactement? Alors, ben, en fait, j'ai un peu pris du retard, mais là, il va falloir vraiment c'est toujours encore au programme. Hmm. Et l'idée, c'est qu'on démarre en janvier. Alors, attendez, voir, je trouve un calendrier. Voilà. Bon, peut-être pas le dimanche 2, hein, c'est peut-être un peu juste, mais on démarrera probablement le dimanche 9. D'accord. Hein, voilà. Et donc, d'ici là, ben, j'enverrai le programme sur le groupe Skype. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Skype, hein, je pense peut-être à Vincent ou une autre personne là qui s'appelle Nolva. Donc, je vais vous mettre le lien Skype qui vous permettra de rentrer dans le groupe et donc où je mettrai les informations. Alors, je vais voir. Hop. Moi aussi, j'ai eu un petit problème avec Skype. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon PC, il n'aime pas Skype. Ah, copier le presse-papier. Hop, et donc, voilà. Donc, ça, c'est le lien qui vous fera rentrer dans un groupe qui s'appelle ESPS2. Et c'est celui où j'ai d'ailleurs vu la semaine dernière. Jean-Paul aussi a vu de l'incident de dimanche dernier. L'avantage, parce que Zoom, si vous voulez, on perd, la conversation disparaît. Hein. Moi, Oui. l'organisateur peut la sauvegarder, mais on ne peut pas continuer la conversation. Ou par exemple, vous ne pouvez pas poser de questions qui vous viendraient demain sur le sujet sur Zoom. Par contre, Skype, non, la conversation reste. Hein. Il n'y a que les pièces jointes, ce genre de choses qui disparaissent au bout d'un certain temps. Mais on peut continuer la conversation entre deux coups. Et sinon, Fabrice, donc on mettra aussi le programme sur le site de la Fédération Spirit française. Hein, c'est donc, je vous rappelle encore une fois, spiritisme.org. Et ce sera probablement aussi sur le site du mouvement Spirit francophone, donc qui est LMSF, le mouvement Spirit francophone, hein, lmsf.org. Et donc, on mettra je les mettrai sur Skype et puis sur ces sites-là et aussi sur le site Facebook de la Fédération Spirit française, hein, que vous pourrez retrouver, et probablement aussi sur le site Facebook du mouvement Spirit francophone. Voilà. Mais je vais voir si d'ici dimanche prochain, j'arrive déjà à avoir les premiers éléments. On utilisera les mêmes modules? Non, ce seront... Parce que là, si vous voulez, on a trois volumes, hein, volume 1, volume 2, volume 3, et il y a en gros 140 leçons. Donc, vous voyez, si on fait une par semaine, ça prend 3 ans. Hein, et c'est ça qui correspond plus à la manière de faire aujourd'hui. Là, par exemple, typiquement, la loi de liberté, bon, il y a liberté de pensée, liberté de conscience, libre arbitre et responsabilité, libre arbitre et fatalité. On peut assez facilement condenser ces trois sujets en un seul. Alors, ce sera un petit peu plus dense, mais le but, c'est de faire de sorte qu'on ait un seul volume avec une quarantaine de leçons, ce qui permet donc de faire le cours sur une année calendaire, voilà, avec une interruption pendant les congés. Et ce nouveau cours, Charles, il sera mis sous forme papier parce que les 3 tomes dont tu parles, là, de l'étude systématique de la philosophie spirite, ils existent en livre. On peut les trouver en Oui, format papier. oui, Le nouveau cours existera en format papier aussi. tout à fait. Voilà. On l'aura en format papier et puis on le mettra aussi au format PDF. Le format PDF, bien sûr, gratuit,
Et le papier, bon, ben, les imprimeurs, pour l'instant, ne nous donnent pas les livres gratuitement, donc on est obligé de les vendre. Mais bon, on les fait pas cher, quoi, c'est toujours sans but lucratif. Et donc, pour ceux qui préfèrent effectivement consulter le papier, on les aura aussi en format papier. D'accord. Alors là, ça risque de mettre peut-être encore quelques semaines de plus, parce qu'en ce moment, il y a des délais au niveau du papier. Hein, ça fait partie de ces choses qui aujourd'hui, hein, c'est autant. Voilà. Mais bon, ça mettra peut-être. On l'aura, disons, je l'espère, fin janvier, quoi, ou au pire début février. D'accord. Voilà. Et le cours sur la médiumnité, donc, Oui. on devrait aussi pouvoir le commencer. Donc, on en fait déjà un qui est en anglais, hein, et qui marche relativement bien. Hein. Donc, il y avait une trentaine de personnes qui venaient régulièrement. Et c'est un cours, effectivement, qui fonctionne aussi en une quarantaine de leçons, donc à peu près 1 an. Voilà. Mais c'est un cours qui est réservé aux personnes qui ont déjà cette faculté chez eux. Voilà, non, 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 pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire que on a souvent trouvé ça, que, par exemple, là aussi dans le cours, vous vous rappelez, la fin du cours 3, on parle de la médiumnité. Donc, c'est des choses qui vont faire un peu double emploi avec ce cours sur la médiumnité qu'on pourra supprimer de ce cours. Et donc, on voit souvent, par exemple, des impositions du genre, non, il faut d'abord faire le cours de A à Z avant de pouvoir rentrer dans la médiumnité. Et puis même ça, maintenant, ben, c'est plus c'est plus vraiment la tendance d'imposer le cours. Effectivement, pour la médiumnité, il vaut mieux que la personne elle ait une connaissance de la philosophie, qu'elle sache qui sont les esprits, à qui ils ont affaire et tout. Mais ça fait partie du cours de la médiumnité lui-même. Voilà. On Et peut ce n'est pas déjà. réservé aux personnes qui sont médiums, c'est ouvert à tous. Parce que dans une réunion médiumnique, vous avez les médiums, mais vous avez aussi d'autres participants qui sont là, donc pour, comment dire, c'est ceux qui dialoguent avec les esprits qui se communiquent, hein, ou ceux qui souvent sont là pour, comment dire, contribuer par des fluides et des pensées à ce que la réunion se passe bien. Voilà, hein, Kardec n'était pas médium, il participait quand même aux réunions médiumniques. C'est même lui qui les organisait, quoi. Hein. Donc, le cours sur la médiumnité n'est pas réservé aux personnes qui ont une faculté médiumnique. D'accord. Voilà. On l'a vu aujourd'hui, on peut déjà interroger sa conscience. Exactement. Voilà. Il faut l'écouter surtout, c'est ça. Parce qu'elle est là, mais souvent on ne l'écoute pas. Mais c'est vrai que si vous avez une question existentielle, l'esprit que vous devez évoquer, qui est là pour ça, celui que vous devez appeler pour lui demander son aide, ben c'est votre ange gardien, votre guide spirituel. Alors, il ne va pas tout vous amener sur un plateau, hein, mais il va, comment dire, il saura mettre le doigt là où ça fait mal, hein, pour bien vous faire comprendre les choses. Et c'est de façon très courte et très sommaire, il va vous donner les éléments que vous recherchez. Voilà. Ok, ben, écoutez, donc je vous remercie pour votre participation. On va remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui, qui nous ont aidés dans le cours et dans la compréhension de cette question du libre arbitre et de la responsabilité qui est associée. Que cela puisse nous aider, nous orienter dans nos réflexions au jour le jour, constituer une ressource pour faire face et surmonter les difficultés naturelles de la vie. Voilà, merci à vous. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais quand même rester en ligne parce que